vous pouvez nous dire les objets de votre proposition de loi que vous avez présenté sur le harcèlement? Alors déjà, merci de m'inviter. Je suis très content d'être ici parce que je ne peux pas vous parler italien, mais j'ai déjà commencé mon immersion. J'étais à la Villa Médicis il y a un mois et je suis très content d'être ici. J'ai l'impression d'avoir fait une sorte de saut entre ces deux pays magnifiques que sont la France et l'Italie. Alors ce texte, c'est un texte qui repose sur trois piliers. La prévention, l'accompagnement et la protection des enfants. Le texte, il part d'un constat, c'est que dans notre pays, évidemment, comme dans tous les pays européens, toutes nos démocraties et ailleurs, les enfants sont souvent harcelés, c'est une réalité, et souvent ils sont harcelés quand ils ont la chance de pouvoir aller à l'école, et nous avons donc du harcèlement scolaire qui est un phénomène terrible parce qu'il est terrible pour les enfants parce qu'il entame leur confiance en eux, leur confiance en leurs camarades, leur confiance en l'école et par là la confiance dans la société. Et nous avons des dégâts considérables par des enfants qui ont cette perte de confiance. Et donc moi j'ai voulu travailler sur ce sujet et j'ai travaillé sur ce sujet en constatant au moment de la loi de l'école pour la confiance de Jean-Michel Blanquer, loi en 2019, qu'il n'y avait pas le mot harcèlement scolaire dans aucun des codes français, ni le code de l'éducation, ni le code pénal. Et donc j'ai approfondi et j'ai travaillé sur une définition dans le code de l'éducation du harcèlement scolaire. C'était la première étape. Et une fois qu'on avait fait ça, moi j'ai demandé de travailler sur le sujet à Édouard Philippe qui m'a confié une mission gouvernementale. Et ce texte est l'aboutissement de ce travail, donc avec ces trois piliers. Le premier pilier, donc la prévention, c'est que le harcèlement scolaire, on ne le combattra qu'avec la prévention, qu'en formant les enfants, en leur expliquant, en leur apprenant ce que c'est le vivre ensemble. Et donc nous avons mis une obligation de moyens, une obligation d'avoir des programmes dans l'éducation nationale. Pour chaque établissement scolaire, il sera dans l'obligation d'avoir un programme de prévention, mais aussi un programme de résolution des conflits. Et donc ça, c'est le premier point. Avec, dans cette partie prévention, l'inscription dans le Code de l'éducation d'une définition du harcèlement scolaire et d'un droit à une scolarité sans harcèlement scolaire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'accompagnement. Et donc, l'accompagnement, il ne peut se faire que si vous avez des adultes formés et des adultes prêts à écouter l'enfant. Et donc, nous avons mis dans la loi l'obligation de former les adultes dans leur formation initiale sur la question du harcèlement scolaire. Et le troisième point, qui est le point que beaucoup de gens ont retenu, c'est seulement ce point qui a été retenu souvent, hélas, alors que les trois fonctionnent ensemble, c'est la question de la protection et la définition dans le code pénal français d'une définition du harcèlement scolaire, une définition qui définit un interdit. Dans notre pays, en France, et dans beaucoup de pays européens d'ailleurs, le code pénal est le code de la définition des interdits. Et je pense que si on définit un interdit dans une société, on donne des droits contre cet interdit. Et en donnant des droits aux enfants, on leur permet aussi d'exprimer leur prise de parole. Et donc voilà rapidement, parce que je pourrais en parler des heures et je sais qu'on n'a pas trop de temps, mais rapidement la philosophie de ce texte, trois piliers, et il ne fonctionne que si on travaille sur ces trois piliers en même temps. Mais l'éducation pour l'adulte, c'est pour la famille ou pour les professeurs? Alors, il y a les deux. En réalité, il y a l'obligation pour les professeurs, pour les nouveaux professeurs, mais la famille, on n'a pas encore... on a un code de l'éducation, mais on n'a pas un code des parents encore dans notre pays. Donc l'éducation, c'est chaque famille qui s'en occupe, mais en tout cas, évidemment, le rôle des parents sur la question du cyberharcèlement, du harcèlement scolaire, sur votre sujet de l'égalité des genres, c'est fondamental. Et il faut que les familles travaillent aussi de concert avec toutes ces politiques publiques. La question de la protection des données, surtout des mineurs, c'est stratégique. Quelle est la situation en France aujourd'hui? Alors en France, on est, comme vous savez, c'est régi par des
par des textes européens, un certain nombre de sujets européens qui règlent ça. Je crois l'Europe proposait que des textes entre les 13 et 16 ans. En France, on a choisi 15 ans. Donc 15 ans, à partir de 15 ans, on a toute une protection qui est mise en place et qui est mise en place dans le cadre du règlement qu'on appelle RGPD en France. Et c'est dans ce cadre-là, donc la protection des données des enfants, elle est réglée avec un double niveau. Il faut d'abord le consentement de l'enfant et le consentement ensuite des parents, c'est assez logique. Alors, sur ce sujet-là, il faut qu'on avance, il faut qu'on aille plus loin, et il faut surtout, moi, à mon sens, c'est qu'on ait tout un apprentissage de nos enfants sur le comment et d'ailleurs de nos enfants, je dis de nos enfants, mais en fin de compte des adultes. Je crois que ça va tellement vite, le numérique, c'est que parfois on a des pratiques et des usages qui ne sont pas encore en adéquation avec nos standards d'humanisme européen. Et c'est ça sur lequel il faut qu'on travaille, et il faut que l'Europe prenne toute sa part, et il faut qu'on ait une définition de ce qu'est la vie numérique en Europe. Moi, je fais souvent le parallèle. En France, on a l'espace public, le débat public, il est régi par un certain nombre de règles, par un certain nombre de principes. La plupart de ces principes, d'ailleurs, sont régis par la loi du 31 juillet, ça y est, j'ai oublié l'année, 1881, il me semble, j'espère que... c'est ça, j'ai eu un trou tout d'un coup. La loi du 31 juillet 1881 qui règle toute la question de la presse, des médias, de l'espace public. Et donc ce texte a évolué au cours des années en rajoutant un certain nombre de sujets numériques. Mais il faut qu'on se dise que l'espace numérique est un espace public comme un autre et dans lequel on doit avoir les mêmes pratiques. Il ne me viendrait pas à l'idée de mettre une cagoule dans la rue et de commencer à insulter, par exemple, l'Institut ici ou en face, le Premier ministre. Très vite, ça tombe bien, ils sont souvent là, la maréchaussée viendrait me dire « Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes cagoulé et vous insultez les gens. » C'est exactement la même chose sur Internet. Aujourd'hui, sur Internet, hélas, on peut être cagoulé, c'est-à-dire être anonyme. J'ai rien contre l'anonymat, mais on peut être sous pseudonyme et en même temps insulter autrui. Et ça, ce n'est pas possible. Et donc, il faut qu'on travaille là-dessus pour vraiment avoir le même standard de règles entre la vie réelle et la vie virtuelle qui, à mon sens, sont exactement la même chose. La transition numérique, c'est une grande opportunité, mais a aussi des problèmes. Quelle est votre opinion? Alors, moi, je pense que le monde numérique est quelque chose d'extraordinaire. Par exemple, une des grandes inventions de l'humanité, c'est tout simplement Wikipédia. Enfin, avec tous ses défauts, ses qualités, mais c'est un truc incroyable, Wikipédia. C'est la possibilité d'avoir des informations facilement, qui sont collectivement établies. Alors, on peut en discuter, mais en tout cas, pourquoi je parle de Wikipédia volontairement? Parce que c'est une construction collective, un projet collectif autour de la culture, autour de la connaissance. Et Internet a cette chance, enfin, c'est cet outil-là initialement. Moi, je suis un petit peu vieux maintenant, j'ai 51 ans, j'étais à la naissance d'Internet. Et c'était cette utopie en réalité, cette utopie de la connaissance partagée via les liens les liens hypertextes. Et puis petit à petit, évidemment, comme dans toute activité humaine, le commerce a pris sa place, les mauvaises habitudes aussi, et on est dans une situation aujourd'hui un peu parfois chaotique. Mais en tout cas, c'est une opportunité incroyable pour l'humanité. Tout à l'heure, je ne me souvenais plus d'un ouvrage magnifique que j'ai lu d'Italo Calvino. J'ai pris mon Google et j'ai retrouvé le titre. Alors, je n'ai pas eu le temps de le retrouver, mais je vais le retrouver. Et ça, c'est quelque part assez intéressant. C'est-à-dire que notre culture a changé. On a moins besoin peut-être d'avoir une culture académique, mais on a plus besoin d'avoir des méthodes de pensée et des méthodes de réflexion. Et c'est ça qu'il faut qu'on travaille aussi sur l'outil numérique. C'est qu'il faut que collectivement, on apprenne les règles de la pratique de cet outil-là. Donc c'est une opportunité magnifique, mais c'est aussi un danger incroyable pour nos sociétés et pour nos enfants. Pour nos enfants, je ne vais pas revenir sur la question du harcèlement scolaire et du cyberharcèlement, c'est terrible, parce que pour un enfant qui est cyberharcelé, il n'a plus de répit.
plus aucun répit. Quand il était harcelé à l'école, à l'ancienne, sans réseau, quand il rentrait dans le cocon familial, que le cocon familial soit à l'écoute ou pas, il avait un moment de répit. Il avait un moment où il pouvait reprendre ses forces, reconstituer son esprit et peut-être avoir une riposte, une réponse. Avec le harcèlement virtuel, l'enfant est tout le temps sous le feu des attaques. Donc c'est le premier point, le fait qu'il n'y ait pas de répit. Puis il y a la question de la viralité, et on l'a vu avec l'affaire Mila, quelque chose qui aurait pu rester dans le cadre d'un lycée français est devenu une histoire internationale, un sujet international. Et pour un enfant, c'est terrible, enfin un enfant, là c'était une adolescente, de se retrouver au centre d'un scandale international et d'attaque internationale, parce que c'est ça qui est arrivé à cette adolescente, à cette jeune femme. Elle s'est fait attaquer par le monde entier. Et c'est terrible. Donc ça, c'est l'aspect terrible. Et puis le dernier aspect qui est terrible sur le virtuel, et c'est pour ça qu'il faut protéger nos enfants, c'est l'aspect des traces indélébiles que ça peut laisser. Et je ne parle pas des traces indélébiles sur la personnalité, je parle sur le réseau. C'est-à-dire qu'une photo diffusée sur Internet, même si elle est enlevée, elle existe, j'ai envie de dire, pour l'éternité. Et donc, il faut qu'on protège nos enfants et il faut qu'on protège aussi nos sociétés. Aujourd'hui, par la vitesse de l'information qui est parfois pas sourcée, pas vérifiée, on arrive à des choses terribles et qui sont aussi dangereuses pour nos démocraties. Donc c'est pour ça qu'on a une urgence, pour moi, démocratique, c'est de former les adultes, les enfants, à savoir lire les informations sur Internet, à savoir les traiter, à savoir prendre de la distance, à savoir les mettre en perspective, etc., etc. Et donc, en réalité, c'est tout le sujet de la culture aussi, et le sujet de notre culture humaniste qui doit reprendre le dessus, parce que c'est ça notre culture humaniste, hein. C'est être sceptique, se poser des questions. Bon. Donc, voilà. C'est un problème pour tous les pays. Et comment la Commission européenne devait agir? Eh ben, je pense que déjà, si on se donne des règles européennes communes, on voit sur tous les sujets, on l'a vu sur l'Ukraine, quand l'Europe, entre guillemets, chasse en meute, c'est terrible et c'est efficace. Et donc, sur la question du numérique, il faut avoir une politique numérique ambitieuse, commune, et des règles communes. Et des règles qui permettent, parce que ne serait-ce que tout simplement pragmatiquement, le marché européen, c'est 500 millions quasiment de consommateurs. Et donc on a un poids par rapport aussi aux GAFAM, et il faut, je ne vais peut-être pas être très politiquement correct, mais il faut tordre le cou aux GAFAM. Il ne faut pas se laisser faire. Ils ne sont pas dans nos standards européens. Et c'est à eux d'adopter nos standards européens. Et c'est la volonté, en tout cas, de l'Union européenne, il me semble. Le Parlement va dans ce sens-là. La présidence française, en ce moment, va dans ce sens-là. Les règlements qui sont en cours d'élaboration vont dans ce sens. D'ailleurs, il y a un peu de tension avec les GAFAM. Et c'est normal, et il ne faut pas lâcher sur ce sujet. Merci beaucoup.